Bienvenue à tous, je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de Bubble et je suis très 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 heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Cette semaine, on reçoit les auteurs de Spirou chez les Soviets, donc Fred Neidhart et Fabrice Tarin, qui publient donc cet album qui est sorti il y a quelques jours chez Dupuis. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, ils sont là pour vous. Juste avant de les faire venir à l'écran, je vais vous dire quelques mots sur le livre et je vais vous mettre une petite bande-annonce. Donc c'est un nouvel album de Spirou, un Spirou qui se présente au format classique, au format de la série régulière, alors que c'est peut-être un Spirou vu par ou le Spirou 2. On va leur poser la question. Les deux auteurs sont des grands habitués du personnage, parce que Fabrice Tarin a déjà dessiné Le tombeau des Champignacs, scénarisé par Yann en 2006. Donc il était déjà essayé au personnage, déjà frotté au style. Fred Neidhart, lui, a fait plusieurs choses, des parodies, donc Spoory et Fantasies, mais aussi surtout une planche de 1er avril où il reprenait le style de Rob Vell pour une planche un peu gag, un peu pastiche. Et donc là, ils sont partis pour un album assez ambitieux qui a pris 5 ou 6 ans de travail, avec une aventure pleine de gags et de clins d'œil. Mais on va découvrir ça avec eux, donc Spirou chez les Soviets. Je vous mets une petite bande-annonce et c'est parti, on retrouve les auteurs juste après. Non, mais c'est pas quoi. Et voilà, les auteurs qui arrivent à l'écran. Bonjour messieurs, bonjour Fred, bonjour Fabrice. Bonjour Thomas. Enchanté. Est-ce que vous m'entendez? Comment on a fait style Ça me rappelle une vieille émission des années 90 qui s'appelait Les Deschiens. Oui, ça fait un peu, il y a un petit côté ça, comme ça avec l'écran séparé. Ouais. Mais je suis un très mauvais François Morel. Il imite super bien Gainsbourg. Non, c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Non, mais par contre, toi, tu fais très bien Jane Birkin. Ouais, mais je peux plus le faire là. Bon, on est là pour parler de Spirou chez les Soviets. Bien. Oui, justement. Est-ce que, en attendant les premiers commentaires, les premières questions des lecteurs, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le point de départ de cet album? Puisque ça fait un moment, comme je le disais en intro, que vous tournez autour du personnage. Vous avez déjà fait beaucoup de choses autour du personnage. Ouais, ben déjà, moi je tourne autour du personnage depuis que j'ai 5-6 ans, parce que mon papa m'avait abonné à Spirou quand j'étais petit. Lui-même était un ancien abonné de Spirou. Il faisait même partie des ADS, là, les amis de Spirou. Il avait son petit badge. Ça, je vais vous le montrer. Pendant ce temps-là, il va. Et en fait, pour la petite histoire, c'est le badge de mon papa. Il me l'a transmis solennellement quand j'étais enfant. Ouais. Quand je faisais avant que je fasse le tombeau des Champignacs, j'avais proposé à Fred de m'aider, je lui avais dit vous-même de faire le scénario, enfin de m'aider à faire le scénario, et puis il se sentait pas les épaules pour... J'ai dit oula, mais t'es fou, Spirou, c'est comme si tu me demandais de réécrire la Bible, quoi, tu vois. Il était inhibé, et là ce qui s'est passé il y a 5-6 ans, c'est qu'il a eu une idée de... Voilà, celle de l'album, et voilà, il a eu envie de la... Vas-y, raconte. Voilà, un soir, j'ai eu une idée qui m'a fait rire personnellement, et je me suis amusé à faire une histoire, mais juste pour moi. Et après, j'ai dit à Fabrice, au bout d'une semaine, je l'ai retravaillé cette histoire, et au bout d'une semaine, j'ai dit à Fabrice, tiens, j'ai une histoire, mais peut-être que ça pourrait le faire. Et puis Fabrice s'est moqué de moi, d'abord, dans un premier temps. Hein, tu m'as dit... Non, il m'a présenté les choses en me disant, si Dupuis accepte, est-ce que tu serais prêt à le dessiner? Je dis, si ça me plaît, et si Dupuis accepte, oui, je serais prêt à le dessiner. Mais je voyais pas comment Dupuis pouvait accepter, parce que je les voyais pas enclins à se dire, chouette, Fred Neidhart sur un one-shot, on signe. Enfin, ils avaient rien contre moi, mais... un petit peu, quand même. Non, ce que veut dire Fabrice, c'est qu'ils espéraient un scénariste de renom. Voilà. Et c'est surtout qu'il était entaché par sa réputation de farceur, d'imposteur, et il avait fait Spoory et Fantasies. Oui, j'avais pas beaucoup. Comme il avait fait une parodie du personnage, personne ne l'attendait sur un Spirou classique. J'avais pas beaucoup de crédibilité à ce niveau-là. J'avais fait donc une parodie, puis comme tu disais, Thomas, donc j'ai fait des faux. J'avais fait une fausse histoire de Rottweiler
C'est une fausse histoire de Spirou qui était censée être exhumée des années 30-40. Et entre-temps, j'ai fait aussi une fausse histoire de Spirou dessinée, s'il vous plaît, par Franquin et Hergé. Voilà. Bon, c'était des poissons d'avril. C'était que des faux. Et là, il était censé faire un vrai album de Spirou. Pour certaines personnes, ça reste un faux album. Ouais, mais non, on va pas parler des... Mais pour d'autres, c'est un album excellent. Non, en fait, c'est un album qui se lie à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est un album c'est un vrai Spirou. On a d'abord essayé de faire un vrai Spirou, dans la grande tradition, c'est-à-dire que... c'est pour ça que j'étais content de travailler avec Fabrice, parce que il dessine dans un style très traditionnel, il n'a pas l'air figé comme ça. Quand on lui donne des compliments, il est un peu mal à l'aise. C'est un peu la réincarnation de Franquin, hein, Fabrice, hein, non? Et de Uderzo. Bien sûr. Voilà. Et on a essayé de travailler en raccord avec le Spirou que nous, on a adoré, qui est le Spirou de l'âge d'or, c'est-à-dire le Spirou des Franquin de ses plus beaux jours, des années 50-60. Moi, j'avais plus d'affinité. C'est un public érudit, enfin, qui s'y connaît bien en bande dessinée. Mais on n'est pas obligé de... On peut parler de choses plus pointues. Il vaut mieux vulgariser un peu, dans le sens noble du terme. Là, oui, non, mais là, on est avec des auditeurs avertis. Oui, mais on n'est pas obligé Parce que j'avais un style de dessin qui s'apparentait... Enfin, moi, j'avais plus d'admiration pour le dessin de Quirin sur Bretzelburg, par exemple. J'aimais bien cette période-là. On s'en fout un peu de ça. Non, c'est intéressant parce que du coup, le dessin a vraiment changé entre le tombeau des Champignac et celui-ci. Donc, tu as vraiment adapté un nouveau... Oui, c'est ça. Et en fait, je l'ai pas fait spontanément parce que quand j'ai commencé à dessiner les premières pages, je les ai montrées à Fred et il a dit la phrase qu'il fallait pas dire. Il a dit ah, je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, je voyais pas les choses de cette façon-là parce que j'avais un dessin trop caricatural. J'ai commencé par un compliment, comme je fais toujours, et puis après, oui, je lui ai demandé de revoir sa copie. Donc c'est vrai que la première page... Et après, j'ai tout remis à plat parce que j'avais continué, je dessinais dans la continuité de ce que j'avais fait à l'époque pour la jeunesse de Fantasio. Donc c'était un dessin qui était devenu beaucoup plus cartoon, beaucoup plus caricatural. Et Fred, lui, il jurait que par la période Franquin, du repère de la Murène, vraiment les années 50 du maître. Et j'ai retravaillé mes gammes. Ça te plaisait bien, ça aussi, de travailler parce que c'était un challenge. Oui, ouais. Ça me plaisait parce que c'était un challenge. Et puis c'est vrai que j'adore aussi cette époque-là de Franquin. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une manière de combiner un peu les deux, c'est-à-dire d'injecter un petit peu du Uderzo dedans, d'injecter parce que moi, ce qui me plaît dans Franquin, c'est le mouvement qu'il insuffle dans ses personnages et ce qu'il réalise dans Panade à Champignac, par exemple, c'est beaucoup plus dynamique et vivant que le trait vintage, très ligne claire, on va dire, du repère de la Murène. Donc je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire une petite synthèse et ça fera un Spirou plus classique, mais qui aura quand même sa touche de personnalité. Et comment on fait du coup? C'est quoi le training pour changer son trait à ce point-là, pour arriver à coller à d'autres maîtres, à d'autres influences? Alors j'ai travaillé énormément d'après nature, c'est-à-dire qu'au lieu de dessiner de mémoire des attitudes, je les ai fait poser pour qu'elles soient plus naturelles. Donc là par exemple, si je veux faire un personnage, j'ai l'habitude qu'il se tienne comme ça par exemple. Et puis c'est la facilité, donc je vais essayer de trouver des poses plus naturelles. Donc dès qu'il y avait moyen de poser, et Fred aussi il m'aidait, il servait de modèle, on essayait d'avoir un dessin plus anatomique. Il y a 1 heure de trucs, donc on parle dessin. Et du coup, c'est très intéressant. Et le fait aussi de se frotter à l'Union soviétique, c'est quelque chose qui avait déjà été fait par Thomas Genry. Comment vous êtes placé, vous, par rapport à Spirou à Moscou? Alors, Fred, il a un avantage énorme, c'est qu'il a jamais lu Spirou à Moscou. Donc, quand il m'a proposé son histoire, en fait, il n'était pas influencé parce qu'il n'avait pas lu Spirou à Moscou. Ça m'avait échappé. Et depuis, tu t'es rattrapé, tu l'as lu? Je l'ai lu, ouais. Alors, t'as aimé? Je l'ai lu, ouais, j'ai trouvé ça très bien, mais dans un registre différent. Et je l'ai lu pour m'assurer qu'on ne soit pas redondant par rapport à ça, justement. Voilà, mais c'est vrai que nous, la grosse différence, c'est peut-être le niveau de la chronologie. Nous, on se situe en pleine guerre froide, alors que Spirou à Moscou, ça se situe pas loin de
la glasnost et la perestroïka. C'est un peu différent. Nous, on joue un petit peu avec les clichés des années 50-60, des films d'espionnage. Et du coup, toi, Fred, c'est quelque chose que tu avais déjà exploré dans La Peur du Rouge, un peu Oui. cette période, ce côté qu'est-ce qui se passe derrière le rideau de fer. Est-ce que Voilà. c'était une sorte de continuité? Tu as remalaxé un peu des thèmes, c'est quelque chose en fait que tu portes depuis longtemps? Bah oui, oui. Enfin, moi, j'étais traumatisé quand j'étais petit par l'arrivée de la gauche au pouvoir, hein, le 10 mai 1981, quand Giscard a été Pendant que ma famille remplacé. faisait la fête, parce que Voilà. nous, on attendait ça avec C'était des rouges. impatience. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on a tous les deux un feedback complètement différent. Lui, son papa, il distribuait le journal au rouge quand il était petit. Et moi, mes parents, donc, imaginaient qu'en 81, les Russes allaient nous envahir. Donc, on a chacun une approche différente de ça. Moi, c'est un sujet, comme tu le dis, qui m'est cher. Et oui, en effet, il y a un rapport entre La Peur du Rouge, le bouquin que j'ai fait précédemment, et ce Spirou. Il y a un personnage commun, par exemple. Il y a le personnage de la cheftaine. Tu nous endors là. Non, la cheftaine du goulag, qui s'appelle Tigrishka, la tigresse du goulag. On la retrouve aussi dans La Peur du Rouge. Et elle est librement inspirée d'un vieux nanar des années 70 qui m'avait beaucoup excité quand j'étais adolescent, qui s'appelait Ilsa, la tigresse du goulag. Joué par Diane Thorne, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc en gros, ton histoire, c'était suite à des traumatismes. Le traumatisme, la peur du rouge, la peur de l'arrivée au pouvoir. Il ne faut pas parler de traumatisme, les gens ils vont penser que c'est un album flippant. Mais arrête d'essayer de vendre, tu vas rien vendre. Là, pour l'instant, tu réponds gentiment aux questions des Je vais être un peu auditeurs. Je ne veux pas vendre pour vendre, je veux être avenant. Et après, tu présenteras l'album et tu diras si ça vous a plu, achetez chez les Soviets. Ouais, et du coup, le fait qu'il se présente comme un album au format classique et qu'il n'est pas dans les albums Le Spirou 2, comment ça s'est passé ça? Est-ce que là aussi il y a une volonté de s'inscrire dans la continuité de la série classique ou comment ça s'est passé? Il est un peu dans les deux en fait, parce qu'il y a deux éditions qui existent. Mais c'est un choix de l'éditeur parce que à la base on avait signé pour un one shot, donc on voulait justement celui-là, c'est le format qui a notre préférence. Parce que voilà, il y a un dos rond, vintage, il a été dessiné, j'ai mis pas mal de détails dans le dessin, donc c'est vrai que ça se prête mieux à un grand format pour voir les détails et le travail qui a été fait. Mais là, tu vas créer une frustration parce que ce grand format est malheureusement épuisé. L'éditeur a privilégié ce format-ci pour pouvoir le vendre davantage dans des grandes surfaces ou dans des librairies plus facilement. Donc nous on s'est dit à partir du moment où on a notre grand format, ça ne nous dérange pas de l'avoir également en petit, pourquoi pas. Mais c'est pas que pour des raisons marketing, c'est aussi pour des raisons affectives. Notre éditeur qui est Frédéric Niche, qui a été aussi biberonné petit par Spirou, lui un format petit entre guillemets, disons un format classique, ça lui convenait davantage parce que ça lui rappelle justement le Spirou de son enfance. Avec le dos qui peut s'insérer dans la collection à 1 centimètre près, en fait, il peut s'insérer dans la collection classique. Voilà. Et celui-là, donc, c'est un dos qui rappelle les vieux Spirou pour les spécialistes, les vieux Spirou des années 50-60. Et je dis 1 centimètre près parce que c'est le format Astérix. C'est exactement le format Astérix. Et non, mais parce qu'il y a certains lecteurs qui s'en sont plaints. On s'en fout un petit peu. C'est que dans la bibliothèque, il y a 1 centimètre qui dépasse. Bla. Thomas va nous poser une nouvelle question. Je répondais à une question du lecteur. Non. Si, là, il y avait une question qui s'affichait. C'est faux. Si. On voit pas. Pourquoi Allez, pourquoi ça suffit. Voilà une question de Maximilien qui dit est-ce qu'il y aurait une suite? Hâte de voir la suite du duo suite à ces clins d'œil, références et clins d'œil à l'âge d'or de la BD franco-belge. Est-ce qu'il y aurait une suite? Est-ce que vous êtes parti pour un nouveau Spirou après? C'est vrai qu'on a laissé Spirou dans une situation un petit peu périlleuse. Il n'y aura pas de suite. Pas forcément Spirou, mais le monde. Le monde devient je vais pas spoiler, tiens. Enfin, disons qu'il y a une suite. Disons que le monde n'est pas dans l'état dans lequel on l'a laissé en enfant. Le monde... Voilà. Et donc, est-ce qu'il y aura une suite? On ne sait pas. Mystère. Enfin, s'il devait y avoir une suite, ce ne serait pas une suite directe, ce serait dans une envie. Excusez-le, je suis. C'est l'éditeur qui appelle. Voilà, qui n'est pas content. Donc, ce serait dans une envie éventuelle de refaire un Spirou un jour, mais ça ne serait pas une suite de cet album. Il est vraiment prévu comme un one-shot. Oui. Et, il se suffit en lui-même. Voilà. Et c'est exprès qu'on laisse l'univers un petit peu encore en désordre. En désordre. Ouais.
Enfin, pas dans le même ordre, quoi. Et justement, sans faire de spoiler, c'est quand même un album où vous faites aussi une introduction de la politique. Alors, il n'y en avait pas vraiment dans Spirou, mais là, il y a quand même une envie plus marquée d'aller sur ce terrain-là. Oui, bah, de toute façon, on peut en parler un peu librement parce que c'est pas un album qui est non plus basé sur les cliffhangers, les révélations et les twists finaux, etc. Mhm. Bon, c'est un album qui se situe entre l'aventure, l'humour, la parodie et aussi une petite réflexion politique, en effet, euh, à à, à la portée de tous, hein, à la portée des enfants aussi. Donc, c'est vrai on s'amuse à mettre dos à dos les deux idéologies opposées que sont le communisme et l'ultralibéralisme. Hein, on peut dire ça, c'est bien comme phrase. Oui, voilà, il a voulu faire un Spirou politique. Et c'était une thématique originale qui avait jamais été traitée. J'ai pas voulu faire un Spirou politique, mais j'ai voulu mettre un peu de politique dans Spirou. Mais Bah ouais, non, mais c'était confronté, c'était pas mal ce que tu avais dit dans un reportage là, sur la prochaine. Tu avais dit j'avais trouvé une belle Spirou phrase, va être confronté à un nouvel ennemi, la politique. Ah ouais, non, le communisme, Ah, en regardant l'écran. Vas-y, regarde l'écran. Je vais essayer d'être le plus spontané Il possible. joue super bien la comédie, vas-y. Bah, j'ai été acteur. Hein. En plus. Spirou va être confronté à quoi déjà? Non, mais non. Non, mais Spirou va être confronté à un nouvel ennemi, Zorglub. On t'a perdu les lecteurs. Désolé. Non, oui, le communisme. En fait, Spirou, c'est un personnage qui est. Enfin, notre Spirou, c'est-à-dire un Spirou très classique dessiné par Fabrice à la façon un peu de Franquin, c'est un Spirou qui est un Spirou qui vit dans un monde irréel dans lequel il n'y a pas la politique. C'est un monde fictif. Il court en faisant pampan avec ses doigts au lieu de tenir un pistolet. Donc, c'est un Spirou de papier. Et soudain, on introduit la politique dans son monde. Bon, c'est un concept qu'il ne connaît pas du tout. D'ailleurs, il demande à Fantasio, tu peux m'expliquer, Fantasio, toi qui es journaliste, qu'est-ce que c'est le communisme? Puis Fantasio, il fait, écoute, moi, franchement, ces histoires-là, hein, je ne connais pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a un peu, du nouveau là-dedans. Alors, Émile Bravo, pour ne pas le citer, bien sûr, lui, son Spirou, il est éminemment politique aussi, mais son Spirou, au niveau de la forme, il s'inscrit aussi dans un... Enfin, c'est pas un Spirou traditionnel. Nous, au niveau de la forme, on a un Spirou qui ressemble au Spirou pour enfants des années 50-60. Hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Du coup, c'est vrai que on joue sur cette dichotomie. L'emballage a l'air Spirou tout public, et puis quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a aussi du contenu politique dedans. Quoi. Voilà. Je n'ai pas bien articulé la dernière phrase. Vous entendez ou c'est oui. Oui, on entend bien. Alors j'ai une diction, j'ai tendance un peu à manger les mots, donc chers amis, n'hésitez pas à pianoter 3615, c'est comment le site? Non mais là c'est du vintage, là c'est fini ça. Ouais. Maintenant il y a Internet. Enfin, n'hésitez pas à vous manifester si vous ne comprenez pas ce que je dis, parce que j'ai du mal à me... 3615 c'est le Minitel. Bah, c'est pas ça, non? Non, maintenant on est passé à l'ordinateur, à Internet. Internet. Ça c'est Internet là, regarde. Ouais. Exactement. Du coup, 3615 Bubble, vous pouvez nous mettre vos commentaires, ça arrivera à l'écran. Et du coup, je voulais vous poser aussi la question, le fait d'être... Enfin, vous êtes tous les deux dessinateurs. Est-ce que y a eu un gros travail de ping-pong? Parce que du coup, si vous avez mis 5-6 ans à faire ce travail-là, est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours? Comment ça s'est passé? Et beaucoup d'allers-retours parce qu'il est dessinateur, et puis beaucoup d'allers-retours aussi parce que j'ai réécrivé les choses de temps en temps, donc j'étais une sorte de script doctor. Donc on n'a pas arrêté de faire du ping-pong. Ouais. Et j'étais très influencé par son dessin quand il me faisait des storyboards. Enfin, disons par les mimiques des personnages, par quelques attitudes. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas ménagé notre peine en 6 ans, on a le temps de revoir ses copies. Mais c'est pas 6 ans de travail, c'est parce qu'on... 6 ans depuis le premier synopsis, j'ai vérifié. Oui, mais c'est parce qu'on a laissé traîner. Il y avait, des fois, on avait des occupations annexes. J'ai eu 2 enfants, je m'en suis occupé, je travaillais pas beaucoup. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui ont plusieurs enfants. Hein. Oui, mais moi j'ai préféré m'en occuper pour pas avoir de regrets plus tard. Ouais, enfin, là, à temps plein. Et puis j'ai une faible capacité de travail. Voilà. Au bout de 2 heures, ça sature et j'arrive plus à dessiner. Même quand il n'est pas d'enfant d'ailleurs. Hein. Donc avec les enfants, c'est encore pire. Non, c'est mieux, ça donne une justification. Avant, puis j'avais d'autres. Avant, t'étais juste, un peu. Non, mais je me levais à 3h de l'après-midi, ça n'a rien à voir.
cherchais un, Là, je me lève tôt je avec cherchais un mot classe pour dire branleur. Je sais pas si tu en connais. économe. Économe, Économe en voilà, énergie. économe en énergie, voilà. Ah, il était économe en énergie avant. Alors, Fabrice est économe en énergie et il est en même temps Perfectionniste. très perfectionniste. Donc, tu mélanges les deux et forcément, bah, ça te fait ça prend du temps. Mais bon, le résultat, chapeau, hein, franchement. Enfin, c'est pas à moi de le dire, hein, mais au niveau dessin, il est. En tout cas, j'ai fait avec mes possibilités du mieux que je pouvais. Après, on a tous Il a pas triché, il a pas. des capacités Ouais. limitées, mais je pouvais pas faire mieux parce que j'ai recommencé autant de fois qu'il fallait pour que ça puisse. En plus, c'est une bande dessinée à grand spectacle parce qu'il y a des foules, il y a des C'est centaines, ça que je referai plus jamais des parce que centaines de prisonniers. voilà. Énormément de travail en décor, en personnages, en foule, et j'avais mis aucune limite à Fred. Au niveau de l'histoire, il pouvait répéter ce qu'il voulait. J'avais un open bar en budget. Mais par contre, mon prochain album, s'il devait y en avoir un, ce serait dans le désert ou dans un endroit où il y a très très peu de personnes. Pour montrer à nos amis, voilà, cette page-là, c'est un vrai cauchemar, par exemple, hein, avec, voilà, avec beaucoup de gens sur chaque case. Et du coup, tu travailles tout de manière traditionnelle ou c'est aussi avec les outils informatiques? Alors, de manière traditionnelle, mais je peux m'aider. Par exemple, j'imprime mes dessins, je les recompose sur Photoshop, je les imprime en bleu clair et après je redessine par-dessus. Donc, ça me fait une sorte de crayonné que je peux retravailler et ancrer en fait. Bah là, oui, le Photoshop te permet de travailler sur la composition d'image, sur la. Voilà, et puis de faire des sorties en bleu clair pour pouvoir ensuite retravailler le dessin. C'est le principe du crayonné, et ensuite on encre. Bah là, ça fait un double crayonné, quoi. Ça évite de gommer. Et puis ça fait les deux, et puis je fais des rustines, et puis je fais des... Mais ça reste très traditionnel quand même, parce qu'au final, la page dessinée, elle est dessinée entièrement sur le papier, quoi. Et ensuite, elle est scannée et et colorisée sur Photoshop. Elle est colorisée, mais au moment où elle est scannée, à partir du moment où elle est scannée, il y a peu de différence entre la. Oui, voilà, je la retravaille pas. Voilà, il retravaille pas. Ouais. Donc ça reste très traditionnel dans le fond et dans la forme. Et est-ce que tu travailles pareil quand tu fais des albums adaptés de ton blog? Je pense à Maki ou des choses comme ça. Ou s'il y a vraiment une chose différente pour travailler sur un Spirou? Non, là c'est beaucoup plus de rigueur, de documentation, je recommence beaucoup plus les dessins, j'essaie d'être... Non, Maki c'était de la récréation à côté, c'était un dessin qui était assez rapide à faire. À l'époque, je me rappelle, je pouvais faire 2 pages par semaine. Là pour Spirou, je faisais 2 pages par mois. Donc c'est pas du tout le même travail. Là j'avais vraiment l'impression de... Non, il y avait certaines planches qui me demandaient plus de temps que 4 ou 5. C'était selon le travail qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des cases où je m'arrachais les cheveux parce que j'étais pas du tout à l'aise avec justement les cases de foule, même une simple case comme ça qui a l'air de rien. Bah, pour moi, c'était très très compliqué à dessiner, quoi. Parce que c'est cette imbrication de personnages. Enfin voilà, la composition était dure. Tu parles de tes petites misères, là, les lecteurs ils ont envie de rêver aussi, non? Hein, vends du rêve. Là. Non, mais là tu parles que de contraintes, ouais, c'était terrible, c'était un cauchemar de faire ce bouquin. C'était un plaisir parce que voilà, non, mais en fait, c'est du travail, ça s'appelle le travail. Voilà. C'est pour ça que je travaillais pas beaucoup, parce que je peux pas travailler sans plaisir. Si j'ai l'envie, je le fais, mais si j'ai pas l'envie, je peux pas le faire. Alors que Fred Neddard, il est habitué à travailler, même s'il a pas envie. Voilà, moi je suis un tâcheron, c'est ce qu'on appelle un tâcheron. Voilà. Non, il arrive à faire. Non, mais moi j'adorerais faire ça. J'ai pas de honte à être un tâcheron. Hein. Il y a des gens très bien qui sont des tâcherons. Donc voilà, donc moi je décide qu'avec plaisir, et quand il me dit bah force-toi, je dis bah non mais c'est antinomique, on peut se forcer pour faire le ménage, on peut se forcer pour travailler, mais on peut pas se forcer pour dessiner parce que le dessin ça reste un plaisir. Parce que Fabrice a été élevé par sa grand-mère, on peut peut-être t'en parler. Par ma mère aussi. Mais beaucoup par ta grand-mère pendant ton adolescence, qui cédait à ses moindres caprices. Hein. Donc Fabrice est devenu un enfant assez capricieux et il refuse de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il refuse de manger du poisson parce que je suis végétarien. Oui. Et il y a des questions des auditeurs. Oui. Alors il y a William qui pose une question qui dit c'est la classe quand même de reprendre un monument de la BD. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de contraintes? Alors ça oui, est-ce que l'éditeur met des barrières ou est-ce qu'il donne un cahier des charges?
Il a validé le synopsis et le scénario, et à partir de là, il nous a laissé assez libre. Hein. Voilà, il faut savoir qu'on est, on est au départ dans la collection Spirou vue par un auteur. Donc, il y avait une grande liberté. Voilà, dans cette collection-là, on dit aux auteurs, ben, vous avez carte blanche. Bien entendu, il y a quand même certaines choses à respecter. Il ne faut pas trahir non plus les valeurs qui sont portées par le personnage de Spirou depuis 1938, hein, qui sont des valeurs de bienveillance, d'aide du prochain. Au départ, c'est des valeurs morales chrétiennes, et puis ensuite, c'est devenu des valeurs universelles. Donc, évidemment, si on présente un Spirou qui prend plaisir à se droguer et à faire du mal aux enfants, ça passerait pas, mais du coup, on s'est un peu auto-censuré. Mais en l'occurrence, oui, il y avait parce qu'après, ça spoil. Est-ce qu'on peut spoiler ou pas? Non, mais tu peux spoiler sans dire que c'est du spoil, comme ça, les gens font attention. Donc, admettons que Spirou devienne un gros capitaliste, oui. Ça pose problème parce que de la bouche de Spirou, il peut pas tenir des propos qui sont pas humanistes et qui sont basés sur l'argent, le profit et sans s'en tenir compte. Disons que le personnage de Spirou, c'est un personnage qu'on admire beaucoup, hein, que vous l'avez compris. C'est moi, donc on l'a adulé dès notre plus jeune âge, mais on s'est quand même un petit peu amusé à le rudoyer entre guillemets. Pas forcément pour la mauvaise cause, mais on s'est dit, tiens, si son ennemi le plus redoutable, il était en lui-même. Hein, on peut dire ça aussi. C'est-à-dire que si on faisait tenir à Spirou des propos qui sont contre ses valeurs, mais parce que justement, il est sous l'emprise d'une force extérieure malfaisante, ça pourrait être assez déstabilisant. Et on avait envie un petit peu de bousculer ça, voilà, de déstabiliser le lecteur. En mettant quand même une petite morale à la fin quand même, enfin en essayant de restituer un peu la fin, mais le personnage. Non, mais disons, ouais, on n'a pas trahi Spirou, c'est-à-dire que Spirou à la fin de l'album, ça redevient le gentil Spirou, généreux. Là, il raconte la fin. Et voilà. Mais bon, vous en doutez forcément. Hein, mais c'est pas la fin. Disons qu'il passe par tous les états. On peut dire ça. Voilà, il est soumis à rude épreuve, et puis c'est ce qu'on demande aussi souvent à une histoire. Si tu dis que c'est un spoil. Non, j'ai pas dit, mais c'est toi qui dis à la fin. Alors forcément, il faut pas dire à la fin, il faut dire à un moment. Spirou, ouais. Voilà. Et j'ai une question de Laurent qui dit a-t-il fallu un gros travail de recherche concernant les dessins des uniformes, des bâtiments soviétiques ou des armes? Donc tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Ouais, de toute façon, tout c'était une documentation énorme sur Internet. Après, sur Internet, ça c'est facile, mais le moindre objet, c'était à chaque fois des heures de recherche parce que. Ouais, on n'a pas mégoté sur la documentation. Par exemple, là, ça c'était amusant comme recherche, c'est agréable à dessiner, mais tu vois, l'intérieur des années 50-60. Voilà. Ouais. Donc, chaque objet a été recherché sur Internet, quoi. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pas la capacité de faire une machine à coudre de mémoire, etc. Donc, tous les objets, tout le moindre petit mobilier, etc. Bah oui, c'était énormément de recherche. Et puis il y a un aspect contributif et collaboratif d'Internet qui est intéressant. Par exemple, moi j'ai contacté un Américain qui tient un site Internet sur les uniformes soviétiques des années 60. Donc ce gars-là, je lui ai envoyé mes recherches, je lui ai dit est-ce qu'on pourrait utiliser tel uniforme de douanier, ça se passe en 62. Il m'a dit non, pas tout à fait, les galons sont comme ça, donc il m'a envoyé sa doc à lui. C'est vrai que pour ça c'est chouette. On n'a pas respecté ça parce que de toute façon, c'est comme pour la locomotive, c'est-à-dire qu'on a beau faire une locomotive avec plein de photos, etc., de documentation, je pense que quelqu'un qui est dans le métier, il va dire non mais là ça peut pas fonctionner, tel appareillage n'est pas situé au bon endroit, c'est pas comme ça que ça marche. Donc techniquement, je pense qu'il y a plein d'erreurs. Après, il y a un parti pris, c'est-à-dire que à partir de la documentation qu'on a, on va pas forcément la suivre de façon très rigoureuse parce qu'on est aussi dans un registre humoristique et qu'on prétend pas être, tu vois, on n'est pas du Black et Mortimer par exemple. Oui. Mais évidemment, il y a quand même beaucoup de recherches. Il y a des libertés avec l'histoire. Avec quelques licences poétiques, voilà. Il y a des libertés avec l'histoire. Lysenko n'a jamais été exactement comme ça. Trofim Lysenko, c'est le personnage important de l'album, enfin central même. Ouais. C'est un méchant qui a déjà existé. C'est le méchant de l'histoire, ouais. Et on s'est servi de ses traits physiques. Voilà, notre méchant, il ressemble beaucoup au vrai Lysenko. Alors, hop, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà.
Même si c'est lui qui a l'air le plus caricaturé par rapport aux autres, il a un côté un peu plus. Il sort un peu plus des standards, je trouve, des autres. Sur le dossier de presse, Je sais pas. t'as pas la photo? Non, mais on a, je sais pas où est-ce qu'il est, mais ouais, on a là un méchant qui ressemble à une caricature, comme tu dis, qui ressemble à une caricature de méchant soviétique, mais vraiment qui ressemblait à ça, avec des pommettes saillantes, avec des yeux un petit peu exorbités, tout ça. Ouais. Et c'est un personnage qui est très intéressant parce que c'est un super méchant, en fait, Lysenko. C'est un gars qui est responsable de millions de morts, mine de rien, en URSS. Et il était le chouchou de Staline et il s'occupait de tout ce qui était agronomie, tout ce qui était, comment on dit, agriculture. Et donc, à cause de lui, des mauvaises choses ont été faites et ça a provoqué en fait des famines pendant le XXe siècle et ça a tué des millions de pauvres soviétiques. Voilà. Ouais, il a instrumentalisé ses résultats pour faire croire que sa technique était la bonne et voilà. En fait, explique le concept. Au départ, Lysenko, c'est un gars qui il plaisait beaucoup à Staline parce qu'il a dit, moi, son but, c'était de faire correspondre la science avec le soviétisme. Le problème, c'est qu'il y a une science qui s'appelle la génétique, qui est un peu antinomique par rapport à l'idéal soviétique, parce que c'est de la génétique, c'est basé sur l'héritage, le patrimoine génétique. Donc c'est des choses qui sont plus capitalistes que soviétiques, si on étudie si on regarde l'étymologie des mots. Donc, Lysenko a dit que la génétique c'était une science bourgeoise qui était totalement fausse et que la vraie science, la science que lui a développée, eh bien, prouvait que les organismes forts vont aider naturellement les organismes faibles et que en regroupant des végétaux faibles et des végétaux costauds, on peut arriver à cultiver du blé, de l'orge jusqu'en Sibérie la plus froide. Bon, il a testé en laboratoire, ça marchait pas, c'est pas grave, il a bidonné ses résultats, et puis hop, ça marchait du coup. Et il avait carte blanche, donc Staline lui a dit vas-y mon coco, et du coup il a fait des réformes agraires qui étaient catastrophiques. Et le temps qu'on s'aperçoive que c'était une catastrophe, 10 ans se sont passés, et voilà. Et ça, Donc, c'était le point de départ de ton idée de l'album, c'est ça? T'es parti de ce personnage-là, son histoire à lui? Ouais, en partie, ouais. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait marrant si ce personnage-là, il inventait en gros, au départ, je me suis dit, s'il inventait un gène du communisme. C'est devenu, il a inventé un moyen d'activer le gène du communisme qui est en chacun de nous. Qui est en sommeil en chacun de nous. Ouais. Et c'est le champignon qui l'active. Donc forcément, Champignac, il avait une vraie utilité parce qu'il était, avec sa science, il était capable d'industrialiser le phénomène et de répandre le gène du communisme sur la planète. Le but étant de rendre tout le monde communiste. Et justement, on parle de Champignac. Il y a une question de William qui dit quel est votre personnage préféré? Eh ben pourquoi Champignac? Non, parce que alors, notre personnage préféré de notre album, personnellement, c'est Tania. Non, c'est Natalia. Ouais. C'est une guide russe inspirée de la guide Nathalie de Gilbert Bécaud. C'est un croisement, en fait, Natalia, entre la Nathalie de Gilbert Bécaud et une nageuse russe. Une sportive, en fait, une haltérophile russe qui avait gagné les Jeux Olympiques de Moscou, je crois, dans les années 50. Et qui, la pauvre, était piquée aux anabolisants, là, aux stéroïdes, et à cause de ça, donc, elle est devenue un homme. Donc, c'est presque je crois que c'est le premier personnage transgenre. Dans Spirou. Dans Spirou, ouais. Voilà, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché à elle. Au départ, elle avait un petit rôle annexe, et puis finalement, on s'est dit non, il faut qu'on la garde. C'est un peu notre Castafiore aussi, à nous. Un peu notre Obélix aussi, elle est très forte. Ouais. Et puis elle a un côté fleur bleue, et en même temps... Voilà, elle est très, très costaud, mais en même temps, elle est très coquette, quoi. Et c'est vrai que tous les deux, enfin moi aussi, c'est mon personnage préféré. Elle ressemble, pour ceux qui sont connaisseurs, elle ressemble au personnage féminin dans le dernier album de Donjon de Sfar et Trondheim. Ils ont fait aussi un personnage un petit peu comme ça, qui est aussi très très costaud et qui joue avec son côté coquette et puis en même temps super dur, qui va pouvoir écraser des têtes. On a voulu avoir des personnages féminins. Enfin, c'est pas qu'on a voulu, c'est que c'est venu tout naturellement. D'ailleurs, on a des personnages féminins qui sont assez forts, en fait. On a donc Natalia, la guide. On a Tania, la petite fille, qui a librement inspiré, elle, de l'actrice qui jouait dans Zazie dans le métro, le film de Louis Malle des années 60, parce qu'à chaque fois, on essaie d'être un peu raccord avec cette époque.
Donc c'est pas la petite fille modèle non plus, hein, elle est assez rosse. Et en cela, c'est un Spirou féministe parce que justement Mais non, mais là les femmes. c'est clivant ce que tu dis. Oui, mais c'est une réalité. Tous les gens antiféministes, ils vont pas Mais non, l'acheter. tant pis pour eux. Bah ouais. C'est pas pour en vendre, c'est pour eux. C'est pas sympa pour eux. Hein. Et c'est des personnages féminins qui sortent un petit peu des clichés. C'est pas la jeune femme jolie, mignonne qui va servir de faire valoir. C'est plutôt des personnages à part entière, des femmes fortes. Donc il y a la tigresse du goulag qui mène son mari à la baguette. Voilà, parce que en fait, le goulag, il est tenu par un directeur, mais lui, c'est pas lui qui porte le pantalon, quoi. C'est sa femme qui fait la pluie et le beau temps, qui est un petit peu sadique d'ailleurs, hein, qui aime bien jouer la roulette russe, évidemment, donc avec les condamnés. Alors, on a tous les clichés sur les Russes, ils sont passés. Hein. Alors là, Fred, il y tenait absolument. Mais alors non, mais il faut pas dire ça, il faut dire qu'on les poupées russes, les roulettes russes. Non, mais on détourne les clichés. Mais c'était fait avec talent, alors donc ça a été conservé. Non, mais évidemment, on joue avec les clichés. Bah, c'est quand Goscinny envoie Astérix en Corse, bah, évidemment, on a droit à des Corses qui sont paresseux. Et quand Jules envoie Lucky Luke en Italie, on a droit à la Joconde. Non, ça c'était pas Jules, c'était Ferry. Ah, Ferry, oui. Et ben oui, non, mais bien sûr. Donc voilà, il voulait renouer avec cette tradition thématique de on va en Russie, donc on va en profiter et on va montrer tout de la Russie, tous les clichés de la Russie de cette époque-là. C'était, de toute façon, c'était amusant parce que moi, à la base, j'aime pas les références, j'aime pas les trucs comme ça, mais c'était tellement drôle. Personnellement, je trouvais ça tellement drôle que j'étais obligé de les garder. Mais spontanément, j'aurais pas été client de. C'est pas un catalogue de clichés. J'ai pas fait une liste de ce qu'il fallait mettre, enfin de tous les clichés russes et les mettre au chausse-pied dans le bouquin. Mais simplement, on a joué avec ça et quand ça servait le récit, on s'est amusé. Voilà, par exemple, le coup de Natalia, on pourrait dire oui, c'est un cliché parce qu'on parle du dopage en Russie, etc. Mais c'était amené de façon très très originale et puis on l'a pas vu venir en fait. Elle s'est imposée d'elle-même et à un moment donné, il fallait qu'elle intègre les wagons où étaient Spirou et Fantasio, donc c'était à l'époque des wagons qui étaient genrés, donc il y avait forcément les femmes dans un train et les hommes dans un autre, et là pour qu'elle intègre le wagon et qu'elle retrouve Spirou et Fantasio, il fallait qu'elle soit un homme. Et au début je m'étais dit tiens, on pourrait lui faire porter une fausse barbe, et puis Fred il a dit mais non, en fait c'est encore mieux si genre elle a de la barbe parce qu'elle peut plus se raser, etc. Donc voilà, et ça me faisait rire, et banco quoi. C'était lié à l'histoire. C'est pas grave. Et c'est vrai que ça nous faisait rire en fait. Parce que le but c'était. Attends, après. Le but c'était que je le fasse rire et lui qui me fasse rire. Et il y avait un ping-pong à ce niveau-là. Ah oui. Et ça passait dès que ça plaisait à l'autre. Ouais, c'est ça se sentait. C'est pour ça que je disais, il y avait une espèce de travail collaboratif parce que oui, on sent, il y a les gags, on sent que vous mettiez pas des savonnettes, mais il y a un côté, on fait venir Gaston, on fait venir des références à Pif, on fait venir des références à James Bond, il y a tout un jeu comme ça, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir derrière en tout cas. Oui, alors on fait venir Gaston et puis on s'amuse un petit peu avec lui, quoi. On le rudoie aussi, ce pauvre Gaston, hein. Il devient un peu un chantre de néolibéralisme à un moment. C'est à la fin, faut pas dire. Mais non, c'est pas. Je te dis, il faut pas dire que c'est à la fin. Les gens, ils font pas attention et tout le monde n'a pas capté que c'était Gaston. Est-ce que tu as capté que c'était Gaston à la fin? C'est pas à la fin. On voit bien. Après, il est introduit. Bon, déjà, il y a Lebrac qui fait ses strips pour la Pravda Junior, mais on retrouve un peu le journal Polite entre guillemets, quoi. Ouais, Police et Pilote, tu vois, c'est connu. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors justement, dans ce passage-là, qui n'est pas forcément vers la fin. Mais peut-être. On s'en fout. On saura jamais. Ouais. Si, il faut lire le bouquin. On parle aussi de la condition de, justement, tu parlais de Lebrac, de ces pauvres auteurs de bande dessinée qui sont soumis à des conditions de plus en plus terribles financièrement. Voilà, donc il en est question dans le bouquin, le fait que nous qui sommes des acteurs indispensable de la chaîne du livre, on est quand même la cinquième roue du carrosse en ce qui concerne la répartition des droits, on est à 10% maximum. Là, on peut balancer parce que l'éditeur, il a pas vu la vidéo parce qu'il a décroché au bout de 10 minutes.
même. Ouais. Bref, non, enfin, on aime notre éditeur, mais c'est les éditeurs globalement. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour les auteurs, c'est de plus en plus difficile. Les droits sont souvent réduits Voilà, donc et dans pour les- survivre dans ce métier, c'est voilà. Et donc c'est vrai on a fait ce parallèle-là avec le Braque et on l'a utilisé pour aussi dénoncer la condition actuelle des auteurs en bande dessinée. Et oui, et puis ce glissement vers l'ultralibéralisme et le fait bah, que des œuvres deviennent des produits. Hein. Pas mal, ça. Voilà, et qu'on va investir davantage dans les commerciaux Mhm. et que par conséquent, l'artisan premier, il va en souffrir. Oui, puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de statut, il y a une absence de statut qui est réclamée par beaucoup d'auteurs, qui est aussi problématique. Mhm. Ah oui, par exemple, les intermittents du spectacle, ils ont le statut de l'intermittence. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de statut. Hein. Je connais peu d'auteurs qui ont touché Il y a la statue qui ont touché des congés Goscinny, maladie. mais elle a été déboulonnée. Ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Ouais. Non. Toi, tu es le dessinateur, moi, je suis le cerveau. D'accord. Ah, d'accord, ok. Et en parlant de contraintes de dessinateur, il y a une question qui vous demande, est-ce que Spirou va être traduit dans plusieurs langues, peut-être pas en russe, mais est-ce que vous êtes prêt à voyager dans le contexte sanitaire actuel pour faire des dédicaces ou des rencontres? Bah ouais, moi j'ai peur de rien. Voilà. On nous a pas invités, Ouais. c'est ça le truc. C'est ça, c'est que personne ne nous aime. Alors, moi, Mais en tout cas, ça a été traduit en espagnol, en norvégien, en danois, en danois, en allemand. en néerlandais, Ouais. en allemand, en belge. Non, pas en belge. Non. Enfin, c'était déjà écrit en belge à l'origine. Mais c'est déjà pas mal pour l'instant. Ouais. Ouais. Est-ce que ces éditions conservent les dialogues en russe ou en cyrillique Bah justement, oui, on en a parlé justement avec les gens qui s'occupent de l'adaptation, à veiller à ce qu'il y ait du faux cyrillique dans les dialogues qui sont dits par les Russes, hein, qui est un petit code qui est assez banal, hein, qui consiste à inverser les R qu'on trouve dans la bande dessinée. Et c'est juste une petite astuce pour dire que c'est en russe dans le texte. Donc oui, je me rappelle qu'il y a un éditeur justement qui utilisait des caractères minuscules, et le R minuscule inversé, ça le faisait pas, donc je lui ai demandé de mettre un R majuscule. Donc, pour que ce soit plus- et c'est après, et c'est moi qui lui ai dit, mais c'est marrant parce que justement, Tom et Jean-Louis avaient fait la même chose dans Spirou à Moscou, oui, Spirou à Moscou. C'est un hommage d'ailleurs qu'on a fait à. Mais ils le savaient pas. Mais par contre, la différence, c'est que voilà, c'est que dans le Spirou à Moscou, les Russes, ils parlent avec les R et les N inversés. À Spirou, c'est juste pour montrer qu'ils ont un accent, alors que nous, le code, c'est s'ils parlent avec le R et le N, ça veut dire qu'ils parlent russe et que Spirou et Fantasio ne peuvent pas les comprendre. Oui, c'est ça. Ils parlent en russe. Et je me demandais aussi, ils ont un juron, je m'aventure pas à le prononcer, mais qui est l'équivalent un peu de mon Dieu. Est-ce que c'est un juron classique Ah oui. Ouais. Soviétique? Parce que du coup, le mon Dieu dans un monde où on croit pas en Dieu, est-ce que c'était classique? Ah, alors je sais pas si ça réfère directement à Dieu, ce juron, si c'est un juron qui date d'avant l'Union soviétique. Moi, au départ, c'est un juron que j'ai vu dans une série qui est bien connue des lecteurs des années 80 qui s'appelle Le Goulag de Dimitri. Et dans Le Goulag de Dimitri, régulièrement, il dit Bolchemoy. Voilà. Et où avec le personnage de Eugène Crampon. Donc je me suis un peu basé là-dessus. Après, évidemment, grâce à l'outil Internet et au Minitel, je me suis assuré qu'on disait bien Bolchemoy. Enfin, lui, c'est Bolchemoy. On a changé légèrement. Voilà. Sinon, il y a d'autres questions? Oui, il y a William qui demande quels sont les auteurs qui vous ont le plus influencé. Donc, vous avez évoqué Franquin et un petit peu Uderzo aussi pour le dessin, déjà. Ouais. Alors pour le scénario, on a beaucoup d'influence au niveau du scénario. Bah moi, je suis un vieux fan de Goscinny. Parce que de Gossens surtout. De Gossens, ouais. De Chaland. Il y a même un petit clin d'œil à Chaland dans le bouquin. Hein, c'est à vous de le trouver. Voilà. Et moi, personnellement, je suis un fan de Riyad Satouf.
Ah, moi aussi, hein, personnellement. Et niveau scénario, et puis également de Bastien Vives. Bon, voilà, ça brasse large. En fait, on- enfin, moi, ce que j'aime chez Bastien Vives et Riyad Satouf, c'est que je suis un peu bousculé, souvent surpris, en fait. Et donc, c'est la surprise qui suscite le rire chez moi. Et quelque chose que je vois venir trop facilement, bah, ça va passer à l'as. Ça rigole. Là, c'est tellement attendu que c'est pas drôle. Et du coup, on voit dans le fond que vous avez une belle bibliothèque. Est-ce que vous lisez des auteurs, bon, que vous avez cités, mais vous lisez beaucoup de nouveautés ou c'est plutôt des choses plutôt classiques, patrimoniales? Moi, je lis plutôt des vieux trucs. Je lis les vieux Alan Spirou, là. Voilà. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'elle est grande. Il l'a construit lui-même. Hein. Ouais, je l'ai faite de même. Ah, c'est vrai, ça m'a plu. Il a acheté des planches et t'as économisé combien avec ça? Parce qu'une bibliothèque comme ça coûte cher. Hein. Bah, je sais pas, mais j'ai essayé Mais laisse-la comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, mais là, on est en contre-plongée. C'est pas grave. Et ça nous donne un côté un peu prétentieux. Bah non. Surtout toi, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous parler aussi de... Il y a une question qui demande quels sont vos futurs projets? Sur quoi vous travaillez maintenant que l'album est là? Alors moi, je continue à faire des petits travaux pour Astérix. Des petits travaux, il fait Des couvertures, verres à des moutarde, illustrations, des verres à moutarde, des puzzles. Voilà. Et puis j'ai aussi un projet de reprise du Lémurien, mais version Delcourt en journal intime. Et Fred Nedart. Bah, moi, je suis en train de terminer un bouquin que j'ai commencé il y a 6 ans. Mhm. Voilà. C'était lent pour que ça se passe. Bah, en fait, j'ai différentes activités qui m'ont empêché d'aller plus vite. Ah oui, des enfants, et du coup, c'est Ah non, j'ai un autre métier aussi, je fais un peu d'enseignement. Voilà. Mais ouais, donc je termine un bouquin qui raconte les rapports entre la France et l'Algérie des années 60 nos jours, avant et après la décolonisation. D'accord. C'est pas de rapport. Ça va être drôle, parce que là, c'est plombant. Là. Non, ça va être c'est pour ça que je l'ai dit d'un ton un peu sinistre, il y aura pas un gramme d'humour dedans. C'est plombant. Ouais. Mais ça, c'est une vraie question. En fait, on peut pas. Enfin, Fred aussi, je pense qu'il peut pas faire on peut pas écrire des albums de bande dessinée sans mettre de l'humour. Il y a rien de plus difficile que de faire abstraction complètement d'humour, parce que ça sert à nous motiver à avancer dans le récit dès qu'on. Ouais. C'est un moteur. Disons qu'au départ, Fabrice et moi, quand on s'est rencontrés, c'est le rire qui nous a unis. Hein. C'est ça, on peut le dire. Hein. C'est de faire des farces. En fait, on faisait des farces à des gens. En 80. Moi, je faisais des farces de mon côté. Fabrice, il en faisait du sien à des gens. Hein. Et sans se connaître, et après, il y a une émulation. Après, on s'est mis ensemble et on a fait des farces à des gens, mais ensemble, c'était. C'est-à-dire que quand vous avez fait Paris-Plage Naturiste ou des C'est mon choix ou des choses comme ça, vous connaissiez, là vous connaissiez, mais avant vous faisiez chacun des canulars de votre côté? Non, pas de façon télévisuelle comme ça. Non, mais on faisait des bonnes blagues, hein, quand même. Oui, on faisait des blagues, mais en interne, entre amis. C'était pas instrumental. C'était pas. Sans les photographier, sans les filmer, etc., sans les relater. C'était vraiment pour notre plaisir. Et ensuite, on a été recrutés justement par l'Écho des Savanes, suite à une blague qu'on avait faite à l'Écho des Savanes. Et c'est vraiment le plaisir de faire des conneries qui nous a réunis. Donc c'est vrai que quand on fait un bouquin, oui, évidemment, il faut qu'on fasse. Enfin, on met un point d'honneur à faire rire le partenaire, évidemment. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en revanche, notre Spirou, il peut très bien se lire au premier degré. C'est-à-dire que c'est pas un Spirou parodique, c'est une aventure qui est vraiment. Qui est sérieuse. Enfin, c'est une histoire avec du danger, avec des enjeux, etc. Donc au premier degré, les gamins peuvent la lire en ayant un peu peur même. Et dedans, bah oui, on s'est amusé à mettre pas mal de choses qui nous faisaient rire, évidemment. Est-ce que vous allez continuer aussi le versant un peu parodique, surtout toi, Fred, avec les Spouris, etc. Ou c'est du coup maintenant que vous avez fait ensemble ce Spirou, ça va un peu changer? Ah bah ça, il faudrait demander à... Moi, je pense que si on te propose du Spouris, tu es client. Hein. Ah ouais, moi je veux bien, ouais. En fait, j'aimerais bien faire une parodie de mon propre bouquin. Comme ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein, les aventures de Spouris. Tu le parodierais de... Spouris au pays des serviettes. C'est pas mal, ça. Non, mais ça dépend comment c'est veut rien dire. Mais il aime pas les jeux de mots, alors forcément.
Et là, tu pourrais les truffer de Ah là, références, de jeux de ça mots. pourrait y là, on pourrait. Et il y a une Oui. question justement au sujet de l'humour et un petit peu la dimension politique. On demande qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Charlie Hebdo, le fait d'avoir diffusé ces fameux dessins danois et de les avoir rediffusés à nouveau. Bah, c'est marrant parce qu'on en parlait Ouais. cet après-midi. Ouais. On parlait de la. On parlait pas du fond, on parlait de la forme. Et moi, je disais, c'est dommage parce que au niveau du dessin, au niveau du scénario, on trouvait pas ça très bien. Enfin, le meilleur dessin C'est pas très Charlie là. C'est pas très Non, Charlie. non, ce parce que tu par dis. contre, celui qui Non, mais me fait mourir de rire, c'est celui de Cabu qui dit c'est quand même. c'est dur d'être aimé par C'est les dur cons. d'être aimé par des cons. Ouais. Ouais. Et celui-là, il est hilarant et il est super bien Il est dessiné. drôle et il est pertinent. Voilà. Mais c'est vrai que de manière globale, les dessins danois, ils sont pas très rigolos. Hein. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas très marrant. Les dessins des auteurs de Charlie Hebdo sont pas super marrants non plus. Moi, j'en ai vu quelques-uns où il y avait, je sais pas, Mahomet. Ah, mais il vaut peut-être mieux pas les décrire parce qu'après on va se choper une fatwa, c'est ça? Moi, j'ai rien dit. Tu me parlais de ce Moi, j'ai dessin où il y rien avait dit. Mahomet à quatre pattes. Oui, Ça va buzzer. Là. Et c'est pas très drôle, c'est juste un peu ordurier. Mhm. Et, donc on s'est dit, waouh, ils se sont fait tuer pour des dessins moyens, quoi. C'est triste. C'est d'autant plus désolant que voilà, enfin, c'est ce qu'on se disait. Quoi. Après, Là, tu disais mourir pour des idées. ouais, c'est vrai que c'est vachement important aussi de garder de la liberté et de se battre contre la censure, mais il faut aussi être conscient du monde dans lequel on vit. Tu vois? Hein, c'est pas mal, ça. Il faut regarder là, c'est pour ça Ouais. que tu me regardes. Non mais justement et du coup c'est pour ça donc Fred toi tes albums là qui parlent de Pieds Noirs ou d'Algérie du coup tu jongles avec ces notions-là politiques alors avec un peu d'humour effectivement mais donc du coup il y a quand même une idée de parler de ce qui nous entoure. Ouais, de thèmes sociétaux. Moi, quand j'ai fait mon bouquin sur les pieds noirs, qui s'appelle Les pieds noirs à la mer, chez Marabout, 14,90 €, je crois. Non, chez Marabule. Marabout, ouais. En fait, ce qui me plaisait, c'était d'utiliser un sujet un peu sensible, c'est-à-dire de parler de gens enfin, de mes grands-parents, que j'adorais, qui étaient des gens vraiment, j'avais beaucoup d'affection pour eux, mais ils avaient des propos très racistes. En revanche, moi, je me sentais pas raciste. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de parler de cette dichotomie entre des personnages totalement anti-manichéens, qui sont sympas, qui sont affectifs, mais qui tiennent des propos condamnables. Donc, je voulais aussi chatouiller un peu le lecteur par rapport à ça, montrer qu'il y a des personnages qui sont pas tout blancs ou tout noirs, et qu'on en connaît tous, des gens comme ça, de notre famille, qui sont sympas, mais qui sont odieux. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mm. Alors on est déjà à 55 minutes de vidéo donc je rappelle aux lecteurs si vous voulez poser des questions on arrive vers les dernières questions donc n'hésitez pas dans les commentaires. Je pioche une nouvelle question qui dit pour dessiner Spirou, il faut avoir une âme d'enfant. Quel âge mental vous donnez-vous? Ben, je m'entends. Non, moi, je dis tous les âges. En fait, c'est que Ouais. pour moi, on n'a pas forcément 50 ans ou on est tout en même temps. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on va chercher dans les souvenirs, dans l'inspiration. Mais on est aussi bien l'enfant de 5 ans que l'adulte de 50 ans. Je pense qu'on est tous les âges. On n'est pas, enfin, j'espère qu'on n'est pas arrêté à un âge. Et c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'il faut faire le deuil de ce qu'on était quand on en avait 20. On peut très bien conserver justement une forme d'humour, une fraîcheur qu'on avait étant plus jeune. Moi, quand je vois mes filles qui ont 11 ans qui lisent notre Spirou, je les observais du coin de l'œil, puis je voyais qu'elles se marraient toutes les deux. Et je leur demandais, mais qu'est-ce qui vous fait marrer? Et c'était les physionomies des personnages, c'était les attitudes des personnages qui sont ridicules, qui sont marrantes. Et ça, bah oui, quand on essaie d'injecter ce genre d'humour, ben, on se retrouve à être un enfant de 10 ans. Et en revanche, il y a d'autres niveaux de compréhension, d'autres niveaux de gags qui s'adressent plus à des adultes tels qu'on est, de 50 ans et plus. Donc oui, Mais être lecteur de bande dessinée, c'est ne pas faire le deuil de l'enfant qu'on était. C'est qu'on a conservé forcément cette âme d'enfant quelque part. Et sinon, on s'intéresserait pas forcément au dessin, à la bande dessinée de la même façon. Donc oui, allez, on va répondre à la question, je dirais 10 ans. Et toi, quel âge t'aurais? Moi, 17 ans en moyenne. Attends, je vais juste mettre ça.
Et du Donc coup, voilà, une dernière question là, parce qu'il y a... Non, non, c'est bon. C'est bon. et, Enfin, non, trois dernières questions. dernière question. Et le fait d'être prépublié dans le magazine Spirou, vous aviez des retours en fait, j'imagine, déjà avant la publication de l'album. Qu'est-ce que vous aviez comme type de retour? Pas énormément, mais sur les forums, on a constaté que ça avait été bien accueilli. Et c'est vrai que globalement, la première partie de l'album est beaucoup plus consensuelle que la seconde. Mhm. Euh, Parce que dans la seconde, c'est vrai c'est très très riche, ça part un peu dans tous les sens, et il y a certaines personnes qui peuvent décrocher. Mais d'emblée, quand on a fait le début dans les locaux des éditions Dupuis, bon, ça y est, je peux reparler. Et C'est vrai, il était pas trop- c'était un univers connu, on n'a pas bousculé les choses, donc ça a été bien réceptionné. Et c'était encourageant. Faut pas être trop dépendant de la critique, qu'elle soit positive ou négative, c'est un petit peu la même chose. Ce qui est intéressant de savoir, c'est les émotions que ça procure. Donc tant qu'il y a des personnes qui trouvent ça drôle et qui nous disent merci, on a rigolé, etc., bah, on est juste désolé pour ceux pour qui c'est pas le cas et qui ont été très déçus par l'album, par exemple. Disons que oui, on avait pas mal d'intentions comiques dans notre bouquin, puis des intentions de réflexion aussi. On parlait de la condition des auteurs tout à l'heure. Et quand on a des retours, c'est l'intérêt du Minitel justement, d'avoir des retours sur direct des lecteurs qui disent tiens, même tel gag, ça m'a fait marrer. On se dit tiens, j'ai visé juste. Donc c'est vrai que pour ça c'est rassurant, c'est agréable, bien sûr. Eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure-là avec nous. Merci à tous les lecteurs qui ont posé des questions et qui ont mis des commentaires. Je rappelle que cette interview est disponible en replay sur Bubble, donc vous pouvez revoir si vous avez manqué le début. Il y en a d'autres aussi si vous voulez découvrir d'autres univers. Et si vous voulez en savoir plus encore sur Spirou chez les Soviets, il y a une critique écrite aussi sur Bubble que vous pouvez retrouver sur le site et l'application. Donc merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live, ça sera avec Mathieu Bablé autour de carbone et silicium, et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut, merci beaucoup.